Scène de nuit. Il fait sombre sur le plateau. Il y a sur le fond, à mi-hauteur entre les planches du plateau et les cintres, 5 fenêtres allumées, ou plutôt qui vont s'allumer l'une après l'autre. On voit d'abord dans l'obscurité une lanterne qui s'allume. On entrevoit le porteur de la lanterne. C'est le moine vêtu de noir qui traverse le plateau de droite à gauche. Dès qu'il est sorti, on entend le cri aigu d'une femme, très prolongé. Puis, au bout de 2 secondes de silence, on voit la première fenêtre, à droite, c'est-à-dire à la gauche des spectateurs, qui s'allume. On aperçoit une femme échevelée qui s'écrie. La mort, la mort, la mort! Au secours! Une deuxième fenêtre s'allume. 2 femmes et un homme très jeune s'agitent. Désespérément. Ils apparaissent et disparaissent comme au guignol. La mort! Au secours, mes frères, au secours! Au secours, entendez-nous! Au secours! Notre père s'est pendu! La troisième fenêtre s'allume. Un vieillard apparaît. Deuxième homme. Au secours! Au secours, ne me laissez pas! Un prêtre! Un médecin! Un médecin! On peut encore le ranimer! Mon beau-père s'est pendu! Mon père s'est pendu! Un médecin! Les pompiers! À la troisième fenêtre, on voit le vieillard qui ne pousse pas un cri et qui sort un revolver de sa poche lentement. À la deuxième fenêtre, un personnage disparaît. Une des femmes. Puis le jeune homme, tandis que la troisième crie au secours. Médecin! 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 La mort! Entendez-moi! Aidez-nous! Salaud! Lâche! Une quatrième fenêtre s'allume. On voit, dos à la fenêtre, la tête grise et les épaules courbées d'une femme âgée qui crie de terreur en direction d'un personnage que l'on va voir apparaître dans un instant. Je vous en prie! Je vous en supplie! Non! Au secours! De l'oxygène, on pourra peut-être le ranimer! Vite! Au secours! Au secours! Au secours! À la troisième fenêtre, on voit le vieillard qui tient maintenant un revolver sur sa tempe. Une société d'imbéciles! Une ville de crétins! On voit apparaître à la quatrième fenêtre, près de la vieille femme, une infirmière qui se dirige vers celle-ci. Les mains menaçantes, comme pour l'étrangler. Sorcière! Je ne veux pas! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Aidez mon père! La cinquième fenêtre s'allume. Un troisième homme apparaît, vêtu de son pyjama qui a l'air de sortir du lit. On ne peut plus dormir? Taisez-vous! Fini pour toi, j'aurais été sous! C'était destiné aux pauvres! Au secours! Au secours! Menteuse! Menteuse sorcière! Et silence! Pensez aussi aux autres! Le jeune homme disparaît, à nouveau, de la deuxième fenêtre. Un instant. Pestiféré! Écoutez-nous! Écoutez-nous! Entendez-nous! Le jeune homme apparaissant à la deuxième fenêtre et prenant les 2 femmes par les épaules. Notre père est mort. Moi, je travaille demain matin. Arrivent 2 agents de police, chacun portant une mitraillette. Plus personne ne sort de cette maison ou je tire. Il met en joue. Silence! Ils n'en sortiront ni vivants ni morts. La quatrième femme tombe en criant à l'intérieur de la maison. Imbécile! Il tire un coup de feu et tombe par la fenêtre dans la rue. La mort! Elle se jette par la fenêtre et tombe dans la rue. Au secours! Au secours! Le troisième homme met les mains à ses oreilles. Mais silence, vous me cassez les oreilles! Le premier agent, au deuxième, montrant les cadavres gisant dans la rue. Ils ont quand même pu sortir. Il vaut mieux aller achever les autres, pas d'histoire. La deuxième femme, la troisième femme et le jeune homme peuvent continuer de s'agiter à leur fenêtre, mais peuvent aussi bien, sans raison, apparaître chacun à une des 3 premières fenêtres, en agitant les bras, toujours comme des pantins. Fin de la scène. La scène suivante constitue la suite de la scène précédente, sans baisser le rideau. Entre un officier avec 2 autres gardiens. L'officier, au premier et au deuxième agent qui sortent, après qu'on aura entendu des cris et des coups de feu dans la maison, suivi d'un silence. Les 2 agents sortent de la maison en remettant leurs pistolets
dans leur gaine. Le rapport. Monsieur l'officier, nous avons fait ce qu'il fallait. Selon les ordres reçus, que Dieu ait pitié de leurs âmes. Vous prenez la relève, vous, des 2 autres gardiens. Le jour se lève. Vous serez relevés à midi. Vous veillez et surveillez. Les consignes sont les mêmes. Personne ne doit entrer dans les maisons infestées dont vous avez la garde, ni en sortir. Dans des cas exceptionnels, et avec l'autorisation du préfet de police, quelques personnes pourront pénétrer dans ces maisons. Elles ne devront plus en sortir. Toute infraction sera punie de mort. Vous tirez à bout portant sur les personnes qui essaieront d'enfreindre cette loi d'urgence. Sera également puni de mort celui d'entre vous qui n'aura pas su empêcher les personnes de sortir des maisons. Vous donnez à boire et à manger aux habitants enfermés quand ils vous le demandent. Vous entrouvrez la porte et vous jetez les aliments et les boissons dans le vestibule. Ensuite, vous refermez les portes à clé et vous ne quittez votre poste sous aucun prétexte. Il reste au garde à vous. L'officier se tournant vers les 2 premiers agents. Inspection. Le premier et le deuxième agent montrent leurs mains, défont le col de leur tunique. L'officier regarde attentivement les mains, le visage et la gorge de chacun de ces hommes. Après avoir examiné le deuxième agent, il s'exclame. Les signes. Le deuxième agent veut fuir. Les autres l'entourent, veulent le faire entrer dans une maison ayant une croix rouge sur la porte. Le deuxième agent veut toujours fuir. Les 3 autres agents le tuent. Je fais venir immédiatement un autre gardien. J'appelle les charretiers des morts pour qu'on l'emmène. N'y touchez pas. Qui a transpercé cet homme? C'est moi. C'est moi. Jetez les couteaux qui l'ont touché. Vous en aurez d'autres. La charrette emmènera aussi tout ça. Fin de la scène. Scène dans la rue. Sur le côté droit du plateau, sur une tribune, un homme politique harangue la foule. C'est-à-dire 3 comédiens et par-dessus la tête des comédiens, le public de la salle. Au fond, un magasin de chapeaux féminins, des robes et des colis fichés. L'orateur. Chers concitoyens, je vous ai convoqués pour vous parler de l'avenir de notre cité. J'ai enfreint les ordres qui s'opposaient à cette réunion publique. Vous êtes venus en grand nombre au nez et à la barbe de nos dirigeants actuels. On veut nous enfermer dans nos demeures et dans notre angoisse, sous le prétexte d'une maladie qui sévit parmi nous. Et tous les prétextes sont bons pour nos dirigeants. Sous le prétexte de nous préserver contre le mal, on nous immobilise, on nous empêche d'agir, on nous paralyse, on nous possède, on nous détruit. La maladie tue dans les maisons aussi bien que dehors. Davantage dans les maisons où l'air est enfermé. Et c'est dans l'air enfermé que le mal se développe le mieux. À l'air libre, le mal a moins de prise. En tout cas, il n'en a plus. C'est une mauvaise politique que d'être cloîtré. Pour nous, mauvaise, mais c'est une tactique diabolique pour nos dirigeants. Ils veulent nous empêcher de nous révolter sainement. Ils veulent nous empêcher de formuler nos justes revendications. Ils veulent nous empêcher de nous grouper. Ils nous isolent pour nous rendre impuissants et pour que le mal nous frappe. Je me demande si cette maladie que l'on qualifie de mystérieuse n'est pas une invention à eux. Et pourquoi l'appelle-t-on mystérieuse? C'est pour en cacher les causes, les raisons profondes. Nous sommes là justement pour démystifier ce mystère. Qui a intérêt à ce que cette maladie continue? Nous? Ça ne peut être nous, car nous mourrons. Cette mort est politique. Nous faisons le jeu de nos oppresseurs, dont nous sommes les jouets. Connaissez-vous les statistiques? 190 000 citoyens sont morts, sans cause apparente. Ces tout derniers temps, depuis que cela sévit, 186 000, peut-être même 200 000 à cette heure-ci. Et puisque nos statistiques datent de 2 jours, c'est-à-dire presque un quart de la population, 40 à 60 000 d'après nos estimations, gisent dans les hôpitaux, agonisent, car ils sont aidés à mourir plutôt qu'à survivre. 60 000 autres gisent dans leurs maisons avec les pompes funèbres à leur porte, en alerte. Si les pompes funèbres sont en état d'alerte, qui les y a mises? Nos dirigeants.
Cela veut bien dire qu'ils s'y attendent, qu'ils ont prévu, qu'ils ont peut-être préparé. 200 000 morts, 100 000 malades ou mourants, cela fait presque un tiers de la population déjà escamotée. Combien avons-nous d'édiles municipaux? Un conseil de 21 personnes. Sur ces 21 personnes, 4 ne sont pas dans l'enceinte de notre ville. Elles se trouvaient en vacances au moment de l'apparition du mal et de la fermeture des portes. Elles n'ont pas pu rentrer, nous dit-on. Nous ne sommes pas si sots. Elles se sont mises à l'abri, sachant ce qui allait venir. 4 conseillers municipaux sur 21, ça fait à peu près 1/5 de leur nombre total. Vous allez me dire qu'il y avait aussi des citoyens ordinaires en dehors de la ville, en vacances. En effet, il y en a hors de la ville, mais seulement 1/20 de la population totale. On ne pouvait pas empêcher tout le monde de sortir, cela aurait été maladroit. Mais le fait qu'1/5 des conseillers sont dehors et 1/25 seulement des administrés prouve de façon lumineuse à quel point cela a été machiavéliquement manigancé. Sur les 17 conseillers en service dans la ville, 3 seulement sont morts. Proportionnellement, cela fait un nombre infime par rapport au pourcentage des morts dans la ville. Et sur ces 3 conseillers morts, un était favorable à nos revendications légitimes. Il était ennemi du président du conseil municipal et ami du peuple. Les 2 autres étaient des personnages indécis, partisans du président du conseil, mais partisans pas très convaincus et pas très sûrs. Vous allez m'objecter que ces 3 conseillers n'ont pas été vraiment assassinés sur ordre des autres conseillers. Évidemment. Cependant, même en admettant cette objection, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas les causes de la mort de ces 3 conseillers qui sont à considérer. Pas les causes rationnelles, mais ce qui est clair, c'est la signification du fait que les 3 morts étaient des adversaires actuels ou éventuels du régime. Si c'est par hasard également que les 4 conseillers se trouvaient en vacances, et ce n'est pas du tout sûr, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils étaient en vacances par hasard, ce fait est également significatif. Il est dû au hasard objectif. Mais il nous reste encore 14 administrateurs, bien vivants et administrants. Si cela continue dans le même rythme, ils représenteront 1/10 de la population totale de notre ville. Facile à gouverner de telle ville, avec un effectif si réduit. Ceux qui ne seraient pas morts seraient entre leurs mains, pieds et poings liés. Ce n'est la faute de personne si elle a maladie. Je ne le prétends pas 100%, mais encore une fois, ce ne sont pas les causes. C'est la signification de la maladie que nous devons prendre en considération. À qui profitent toutes ces morts? Il faut chercher à qui cela profite. Cela ne profite à personne, puisqu'on brûle les avoirs des morts. Et les maisons? Les brûle-t-on? Et les dépôts de banque disparaissent-ils avec les morts? Ils appartiennent aux héritiers. Ou alors aux héritiers des héritiers. Ou bien aux héritiers des héritiers des héritiers. Il suffit d'une loi pour que cela appartienne aux survivants, qui ne seront certainement pas, mes chers concitoyens, nous autres, qui sommes ici. Si nous continuons à ne pas agir, ils seraient les privilégiés que le hasard objectif aura choisis, mais qui sont déjà prévus par nos infâmes dirigeants. Agissons! Que faire? Dites-nous ce qu'il faut faire. La révolte, l'action, la violence. Je ne promets pas la disparition du mal, mais je promets que la signification en sera différente. Tuons les croque-morts qui ensevelissent les cadavres et les cachent afin que la lumière ne soit pas faite et qui entretiennent le mystère et la mystification. Leur complicité avec le pouvoir est évidente, puisqu'ils sont payés pour le travail qu'ils font. Beaucoup d'entre eux meurent eux aussi. Tant pis pour eux, ils sont les larbins du régime. Emparons-nous d'abord de la mairie et des édiles. Hurrah! Bravo! Suivez-moi. Suivons-le! À l'hôtel de ville! Et si on rencontre des croque-morts, on les abat. L'orateur descend de sa tribune tandis que les 3 autres personnages disent Tuons les idyles! Tuons les édiles! Tuons les croque-morts! Tuons les croque-morts! Suivez-moi. L'orateur, le bras levé, sort en courant à droite. Les 3 personnages le suivent en courant et criant. À mort! Mort! Puis, ils réapparaissent au bout d'une seconde. Il est tombé. Il est tombé raide mort. Ils l'ont eu, les salauds. C'est un martyr de notre juste cause, victime du hasard objectif. Ah, ils l'ont eu. Ils l'ont eu.
et s'enfuient. Ils traversent le plateau, ils disparaissent en courant par la gauche. Fin de la scène.